Elle fut la femme la plus puissante de son temps, mais son secret, lui, fut plus puissant que la mort. Pendant 4 siècles, on a cru qu'Élisabeth I avait choisi la virginité. Et si c'était un mensonge d'État? Si la Vierge Reine n'avait jamais été une femme? Un secret charnel dissimulé derrière une couronne, un corset de fer et des siècles de silence. Ce soir, les murs de Westminster vont parler. Et ce qu'ils vont révéler risque de réécrire l'histoire. Il y a des secrets que même les siècles n'osent pas prononcer à voix haute. Des vérités si dérangeantes que l'histoire, par pudeur ou par peur, les a ensevelies sous des couches de légende. Et parmi toutes ces ombres du passé, aucune haine est plus troublante que celle qui entoure la femme la plus puissante du XVIe siècle, Élisabeth I d'Angleterre, la Reine Vierge, celle qui gouverna un empire sans jamais partager son lit, du moins officiellement. Mais derrière les portraits glacés, les fraises immaculées et les discours triomphants, se cache un secret que l'on a préféré taire pendant plus de 4 siècles. Un secret intime, presque monstrueux. Un soir d'hiver de 1603, alors que la reine agonisait dans sa chambre glaciale de Richmond Palace, ses dames de compagnie furent frappées par un détail qui, selon la rumeur, les hanta jusqu'à leur mort. Elles avaient juré fidélité, silence, dévotion. Mais ce que celles virent en ce moment d'agonie transforma la légende de la Vierge d'Angleterre en énigme maudite. Car, selon certains témoignages murmurés des décennies plus tard, le corps d'Élisabeth ne ressemblait pas tout à fait à celui d'une femme. Mais comment une telle idée a-t-elle pu naître? Était-ce une invention de ses ennemis catholiques, une calomnie politique, ou bien un secret biologique si honteux qu'il justifia 4 décennies de refus du mariage, d'évitement, de peur panique de la nuit de noces? L'énigme s'enroule autour d'elle comme une brume. Et tout commence bien avant sa mort, dans l'intimité d'une jeune princesse menacée, prisonnière d'un destin qu'elle n'a pas choisi. En 1554, Élisabeth n'a que 20 ans. Fille du roi Henri VIII et d'Anne Boleyn, elle est l'héritière la plus controversée d'Europe. Depuis l'exécution sanglante de sa mère, elle vit entre 2 mondes, celui des grands salons dorés et celui des corridors froids, où rôdent les espions de la reine Marie Tudor. Ce que l'histoire ne dit presque jamais, c'est à quel point Élisabeth était terrifiée par l'idée du mariage. Non pas par la politique, ni même par la perte de pouvoir, mais par quelque chose de plus profond, de plus charnel. Les lettres qu'elle écrit alors, d'une main nerveuse et tremblante, trahissent un trouble intérieur. « Je ne suis pas faite pour ces unions », confie-t-elle à l'une de ses servantes. « Mon cœur et mon corps refusent d'être liés. » Ce refus n'était pas seulement symbolique. Certains médecins, bien plus tard, évoquèrent une malformation congénitale, un hermaphrodisme partiel, voire une impossibilité physique à consommer un mariage. Hypothèse scandaleuse, mais qui expliquerait tant de silence, tant d'esquives, tant de mystères. Dans les années 1560, alors que les prétendants se pressent autour du trône, Élisabeth joue un jeu dangereux. Philippe II d'Espagne, Éric de Suède, le duc d'Anjou, tous la courtisent, tous espèrent l'alliance, la promesse, la descendance. Et pourtant, chaque fois, au dernier moment, la reine recule. Elle sourit, promet, puis s'efface derrière un prétexte. Une fièvre, un deuil, une crise d'état. Un murmure disait « Elle a peur de la nuit ». Robert Dudley, comte de Leinster, fut le seul à approcher son mystère. Ami d'enfance, confident, peut-être amant. Les couloirs de Whitehall bruissent encore des soupçons. Elle le fit loger juste en dessous de ses appartements privés, un escalier secret reliant leurs chambres. Mais quand son épouse Amy Robsart fut retrouvée morte au pied d'un escalier, la reine s'enferma dans le silence. Était-ce l'amour ou la honte? Le scandale la força à enterrer toute passion humaine. Pourtant, il y a ce détail que personne n'a jamais vraiment expliqué. Le médecin personnel d'Élisabeth, le docteur Burko, aurait laissé des notes ambiguës, décrivant une constitution singulière, une « femme sans lune », expression codée pour désigner, à l'époque, celle qui n'avait jamais connu de cycle menstruel. Était-ce un choix, une abstinence totale, ou une impossibilité physique?
Certains historiens modernes, en étudiant les portraits officiels, ont remarqué la rigidité quasi androgynique de ses traits au fil des années. La mâchoire s'affirme, le regard devient de pierre, la voix, décrite comme rauque, presque grave, semble trahir une nature ambiguë. Des témoignages d'ambassadeurs étrangers évoquent une créature étrange, entre lion et vierge. Était-ce seulement une métaphore politique ou un aveu involontaire d'un secret biologique? Le plus troublant reste la scène rapportée par un moine espagnol exilé à Londres. En 603, selon lui, un serviteur, en préparant le corps de la défunte pour l'embaumement, aurait découvert quelque chose d'impropre à une femme. Le récit, évidemment, fut étouffé. Les témoins disparurent, et le silence tomba. Mais l'Espagne, ennemie jurée, fit circuler le pamphlet Monstrum Regina, affirmant qu'Élisabeth n'était pas une femme complète. Ce qui choque, ce n'est pas tant la rumeur que la cohérence du mythe. Car tout, dans la vie d'Élisabeth, semble converger vers cette idée de dissimulation. Elle maquille son visage jusqu'à la blancheur spectrale, dissimule son cou sous des fraises gigantesques, refuse qu'on la voie sans perruque, sans voile, sans armure. Même ses peintres sont menacés. Aucun ne doit la représenter vieillissante. Son image devient une illusion sacrée, comme si derrière le masque se cachait une vérité insoutenable. Mais que craignait-elle exactement? La découverte de son âge, de sa laideur, ou de sa nature? Certains rapports de cour mentionnent des évanouissements lors de visites médicales, des refus de soins, une phobie absolue du contact physique. Même ces chirurgiens n'étaient autorisés qu'à l'observer à distance. Cette pudeur extrême, presque pathologique, ne relevait plus du protocole, elle relevait du secret d'État. Ce que peu savent, c'est que la légende de la Reine Vierge ne vient pas d'elle-même, mais de son entourage. C'est William Cecil, son conseiller le plus fidèle, qui forgea cette image pour contrer les rumeurs. « Une vierge ne menace personne, disait-il. Mais une femme peut détruire un royaume. » En érigeant Élisabeth en icône intouchable, ils la transformèrent en mythe vivant. Mais derrière la Vierge sacrée, la femme s'effaçait, ou n'avait peut-être jamais existé. Et si, depuis le début, cette virginité n'était pas un choix, mais une couverture, une stratégie désespérée pour masquer ce que la nature avait fait d'elle? Le silence obstiné d'Élisabeth sur toute question intime, son refus catégorique de tout mariage, sa colère quand on la pressait sur sa descendance, tout cela prend une autre couleur si on ose regarder le tabou en face. Une lettre codée retrouvée dans les archives de Hatfield House en 1871, signée par une certaine Blanche Paris, ancienne camériste de la reine, contient une phrase qui glace le sang. « La majesté cache ce que la nature lui a refusé, et nous jurons sur nos vies de garder son mystère. » Que voulait-elle dire? De quoi parlait-elle exactement? Ce serment, transmis de servante en servante, scellé dans les murs du palais, pourrait bien être la clé du mystère. Et si le secret d'Élisabeth n'était pas seulement celui d'une femme, mais celui d'un royaume entier bâti sur le mensonge? Ce qui suit va bouleverser tout ce que on croit savoir sur la plus célèbre des reines d'Angleterre. Car dans les archives oubliées de Westminster, un document a refait surface, une note médicale scellée du sceau royal, jamais publiée, que certains historiens ont tenté d'étouffer jusqu'au XXe siècle. Et ce que elle révèle dépasse la simple curiosité historique. C'était une vérité qui touche à la chair, à la peur et à la nature même du pouvoir. Le document en question, longtemps enfoui dans les profondeurs poussiéreuses des archives royales, porte la date du 12 mars 1563. À première vue, il ne s'agit que un banal rapport de santé signé par le docteur John Dee, le célèbre alchimiste et astrologue personnel de la reine. Mais entre les lignes, sous une écriture codée typique de la Renaissance, se cachent des notes qui, une fois déchiffrées, changent tout. La souveraine ne souffre pas de maladie ordinaire, écrit-il. Il s'agit d'un mystère du corps, un secret de la création que Dieu seul comprend. Ces mots, lourds de sens, furent aussitôt scellés et transmis à William Cecil avec la mention « à ne jamais publier ». Pourquoi un simple médecin aurait-il utilisé un langage aussi énigmatique? John Dee, obsédé par la pureté et les signes divins, croyait que le corps d'Élisabeth incarnait une forme d'exception sacrée. Ni homme, ni femme, mais quelque chose d'autre, un être entre deux mondes.
Dans une lettre à un confrère, il écrit « Elle est à la fois Ève et Adam, unis dans un même temple ». Pour l'époque, une telle phrase relevait de l'hérésie pure, et pourtant, elle illustre la fascination que la reine exerçait sur ceux qui l'approchaient. Une beauté froide, presque irréelle, mais d'une ambiguïté troublante. Les témoins oculaires, rares et prudents, évoquent des scènes dérangeantes. En 1579, lors d'un bal masqué à Hampton Court, la reine, alors âgée de 46 ans, aurait brusquement perdu connaissance. Transportée dans ses appartements, elle ordonna que personne, pas même ses médecins, ne la touche. Seule sa camériste Blanche Paris eut accès à la chambre et jura ensuite qu'elle avait vu ce qu'aucun homme ne devait voir. Après cette nuit, Paris quitta la cour sans explication. Dans les mois qui suivirent, 2 des servantes présentes furent retrouvées mortes, officiellement d'une fièvre. L'une d'elles, avant de mourir, aurait murmuré « Ce que j'ai vu n'était pas une reine, mais un signe du ciel ». Certains dirent qu'il s'agissait de superstitions, d'hallucinations dues à la peur. D'autres y virent la trace d'une conspiration d'État, car à cette époque, l'Angleterre vivait sous la menace constante d'invasion catholique. Si l'on avait découvert que la reine était imparfaite, voire incapable de donner un héritier, tout le royaume aurait sombré dans le chaos. Le corps d'Élisabeth n'était pas seulement le sien, il appartenait à la couronne, et son secret, quel qu'il fût, devait rester inviolable. Mais la rumeur, insidieuse, franchit les murs du palais. À Madrid, à Rome, à Paris, les ambassadeurs rapportaient des détails troublants. L'un d'eux, le comte de Feria, écrivit dans une dépêche « La reine des Angleterre n'est pas ce qu'elle paraît être. Sa nature même contredit son titre. » Le Vatican reçut le rapport, le classa ad secretum et ne l'évoqua plus jamais. Des siècles plus tard, un fragment de cette correspondance fut retrouvé dans les archives du Saint-Office. Une simple phrase, griffonnée dans la marge. Infamia carnis. Mais les Anglais, eux, érigèrent le silence en art politique. Élisabeth transforma le doute en force. Elle fit de sa chasteté une arme. « Je suis mariée à mon peuple », proclamait-elle, et le peuple crut à ce mariage mystique, tandis que ses conseillers tremblaient à l'idée que le moindre souffle de vérité puisse renverser le trône. Les peintres de cour, eux aussi, furent complices du mythe. Les portraits officiels, ceux de Nicolas Silliard, de Gieraerts, de Gower, obéissaient à des instructions précises. Jamais de profil trop marqué, jamais de poitrine visible, jamais de détails corporels. L'image devait rester pure, abstraite, presque divine. En 1590, un artiste flamand osa peindre la reine telle qu'il la voyait. Vieillie, affaiblie, les traits durs, le tableau fut immédiatement confisqué et détruit. On lui interdit à jamais d'exercer en Angleterre. Mais pourquoi un tel contrôle obsessionnel? Pourquoi cette peur panique du corps? Une hypothèse glaçante surgit dans les années 1930, lorsqu'un historien polonais, Stanisław Kozłowski, tomba sur un manuscrit oublié de l'époque élisabéthaine. Il y découvrit une confession signée E. Darrell, ancien page de la cour, datée de 1604. Je jure que Sa Majesté portait sous ses robes un corset de fer, non pour la beauté mais pour dissimuler une difformité, un corset de fer. Le symbole parfait du pouvoir et de la prison. Était-ce une métaphore ou une vérité physique? Des analyses des objets retrouvés dans les chambres royales, notamment un fragment de baleine d'acier conservé au Victoria and Albert Museum, semblent confirmer l'existence un dispositif complexe, conçu sur mesure. Mais personne n'a jamais osé lier ce détail à une raison corporelle. Officiellement, c'était pour le maintien du port royal. Officieusement, peut-être pour dissimuler une anomalie. À la fin du XVIe siècle, la santé d'Élisabeth décline. Ses médecins notent des troubles d'humeur, des douleurs mystérieuses, des saignements inexistants. Elle refuse toute saignée, tout examen. Quand on l'interroge sur la succession, elle se emporte. Je n'ai pas besoin d'un enfant pour être éternel. Derrière cette fierté se cache un désespoir palpable. Elle sait que son règne touche à sa fin, mais elle sait aussi qu'à sa mort, son corps sera exposé, et que le secret ne tiendra plus.
C'est alors qu'intervient une autre figure énigmatique, le comte d'Essex, son jeune favori. Robert Devereux, beau, impétueux, téméraire. Il fut le dernier à défier la reine, et le seul à l'avoir vue pleurer. On dit qu'un soir, après une violente dispute, il entra sans permission dans sa chambre. Ce qu'il vit alors, selon les mots d'un témoin indirect, le fit reculer comme s'il avait aperçu le diable lui-même. Essex fut exécuté quelques mois plus tard pour trahison, officiellement pour avoir fomenté un complot contre la couronne. Officieusement, pour avoir vu ce qu'il ne devait jamais voir. Les archives judiciaires de son procès, aujourd'hui partiellement détruites, contenaient une mention cryptée, identifiée seulement par les initiales B.N., Blasphemia Naturae, blasphème de la nature. Ce terme, utilisé à l'époque pour désigner les anomalies sexuelles, ne pouvait pas être un hasard. Était-ce la preuve que le secret d'Élisabeth avait été découvert et que il avait coûté la vie à ceux qui le Maine avaient repercé? Dans les décennies suivantes, le mythe prit racine. Les poètes parlèrent de la Vierge inviolée, les prêtres la comparèrent à la Vierge Marie, et l'Angleterre, orpheline, transforma sa reine en déesse. Mais dans les marges de ces hymnes, une autre légende circulait, celle de la reine sans sexe. Des marins racontaient qu'elle portait des gants pour cacher des mains trop robustes, des cicatrices, des veines proéminentes. D'autres juraient qu'elle parlait seule, la nuit, implorant Dieu de lui rendre ce qu'il lui avait ôté. Les siècles passèrent, et le secret sembla s'éteindre, jusqu'à ce qu'un jour de 1912, un archiviste britannique, Henry Cartwright, découvre un petit coffret scellé portant les armes royales et la mention « à ne pas ouvrir avant la fin du monde ». Il l'ouvrit pourtant. À l'intérieur, des fragments de tissu imbibés de poudre d'embaumement, un médaillon contenant une mèche de cheveux roux et un petit parchemin jauni. Une phrase y était inscrite. Son cœur était pur, car son corps ne l'était pas. Cette trouvaille, aussitôt confisquée, disparut du catalogue des archives. Cartwright mourut peu après dans des circonstances étranges. Chute accidentelle dans les escaliers de Westminster. Officiellement. Depuis, le coffret n'a jamais refait surface. Et si ce n'était pas une simple coïncidence? Et si, derrière les siècles de gloire et d'hymnes patriotiques, la dynastie Tudor avait scellé un mensonge biologique colossal? Car un détail oublié revient hanter les historiens. Dans le registre des baptêmes royaux, une mention raturée au nom d'Élisabeth indique qu'elle fut, à sa naissance, examinée 2 fois par la sage-femme sur ordre du roi. Pourquoi? Aucun autre enfant royal n'avait subi pareille inspection. Et surtout, la phrase suivante, illisible à l'œil nu, révèle sous ultraviolet moderne un mot unique, presque effacé. Ambiguus. Ambigu. Tout était dit. À la lumière de ces fragments, le mythe de la Reine Vierge prend une dimension nouvelle. Elle n'était peut-être pas vierge par choix, ni même par vertu, mais par nécessité. Non pas une femme refusant les hommes, mais une créature contrainte de vivre derrière un masque. Un être mutilé par le pouvoir, condamné à incarner la perfection pour cacher l'imperfection. Et si finalement Elizabeth Eyre n'avait jamais existé telle que nous la connaissons? Si derrière la légende dorée de la Good Queen Bess se cachait un être à demi interdit, que l'histoire a choisi de travestir pour préserver la stabilité du royaume. Ce que vous allez entendre dans la suite va bouleverser non seulement le mythe d'Élisabeth, mais l'idée même de la monarchie anglaise. Car une théorie longtemps jugée hérétique ressurgit aujourd'hui parmi les chercheurs, celle du prince remplacé, une hypothèse selon laquelle elle, enfant née de Anne Boleyn, N, était pas la fille que l'on croyait. La théorie du prince remplacé est, elle, une des plus dérangeantes jamais évoquées dans les cercles des historiens britanniques. Née un ensemble de documents fragmentaires découverts à la fin du XIXe siècle dans les caves de Hatfield House, elle repose sur une hypothèse que personne n'a jamais osé formuler ouvertement. Et si Elizabeth Eyre avait pas été la véritable fille d'Anne Boleyn? Et si, dans les semaines qui suivirent sa naissance en 1533, quelque chose d'inimaginable s'était produit? Selon cette hypothèse, l'enfant royal aurait souffert d'une malformation grave, peut-être génitale,
rendant impossible toute reconnaissance publique. Henri VIII, obsédé par la virilité, Anne aurait jamais toléré qu'on dise que son héritière Anne était ni fille ni garçon. Une telle honte aurait terni la dynastie Tudor avant même qu'elle ne s'impose. C'est alors qu'un plan secret aurait été mis en œuvre, orchestré par la sage-femme royale et une poignée de conseillers fidèles. Remplacer le nouveau-né par un autre enfant, né presque au même moment dans une maison noble voisine, celui d'une servante de la cour Eleanor Brooke. Ce subterfuge aurait permis de présenter au roi une princesse en parfaite santé, tandis que l'enfant original, Ambigus, aurait disparu sans laisser de traces. Pourtant, certains indices laissent penser que ce remplacement N n'a pas été aussi parfait que on le croyait. Car le corps de la nouvelle Élisabeth, en grandissant, manifesta des signes d'ambiguïté semblables à ceux décrits dans les rumeurs de la cour. Était-ce le même enfant, après tout? Ou le sort s'acharnait-il sur la lignée Tudor? Des lettres retrouvées dans les papiers du duc de Norfolk, datées de 1534, mentionnent une erreur dans l'échange et une crainte de Dieu. Elles furent censurées dès leur découverte. Un passage pourtant subsiste. L'enfant ne pleure point, et son regard n'appartient pas à une fille. Cette phrase, isolée, suffirait à faire vaciller tout un pan de l'histoire anglaise. Mais la légende ne s'arrête pas là. En 1558, lorsqu'Élisabeth monte sur le trône, un prêtre catholique réfugié à Paris affirme détenir la preuve que la reine des Angleterres est née mâle. Cette rumeur, transmise à Rome, fut jugée trop explosive pour être utilisée politiquement. Une telle monstruosité, écrivait un cardinal, provoquerait la fin de toute foi dans le monde. Le Vatican ordonna de détruire les copies du dossier. Mais l'une d'elles, semble-t-il, survécut, dissimulée dans les archives du collège anglais de Douai, où elle réapparaît brièvement en 1791, avant de disparaître à nouveau pendant la Révolution française. En 1972, un chercheur britannique, Peter Worsley, prétendit avoir retrouvé une transcription partielle de ce dossier dans les notes d'un jésuite exilé. Elle contenait un témoignage daté de 1603, attribué à un ancien valet du palais de Greenwich. « J'ai vu Sa Majesté enfant, nue comme un ange, et je jure devant Dieu qu'elle n'était pas comme les autres filles. » Les sceptiques rejetèrent immédiatement cette découverte, l'accusant de conspirationnisme. Mais Worsley, avant de mourir dans un accident de voiture suspect en 1975, déclara lors d'une conférence: « Le corps d'Élisabeth N n'était pas une erreur de la nature, mais une décision politique. » Ces mots, enregistrés sur une bande magnétique conservée à Cambridge, résonnent encore comme un écho venu d'un autre siècle. Si cette théorie est vraie, alors tout change. La Reine Vierge n'aurait pas choisi la chasteté, elle l'aurait subie. Sa pureté serait une fiction inventée pour masquer un scandale biologique d'État. Le mariage lui était impossible, non par vertu, mais parce qu'aucun époux n'aurait pu ignorer la vérité. Et ce secret, transmis d'un conseiller à l'autre, aurait façonné tout le règne élisabétain. William Cecil, son plus fidèle ministre, aurait été le véritable gardien de ce mensonge. Il veillait à ce qu'aucun médecin étranger ne l'examine, à ce que les domestiques soient choisis parmi les plus discrets. Les moindres détails de sa toilette étaient codifiés, ritualisés. La reine n'était jamais seule mais jamais non plus exposée, et chaque rumeur, chaque accident, chaque regard de trop se payait dans le silence et le sang. En 1572, un jeune serviteur nommé Thomas Keyes fut exécuté pour propos séditieux. Son crime? Avoir affirmé dans une taverne de Londres que la reine n'était pas femme entière. Ces paroles, consignées dans les registres du Star Chamber, furent immédiatement classées. Mais les archives montrent que Keyes travaillait autrefois dans les écuries royales de Greenwich, là où justement étaient entreposés les costumes et corsets spéciaux commandés pour la souveraine. Un siècle plus tard, un médecin du nom d'Arthur Blackwell prétendit avoir retrouvé dans un vieux coffre de famille une lettre d'un ancêtre ayant servi à la cour, Dink Elizabeth. Elle contenait une description anatomique détaillée, évoquant un orifice scellé par la nature et une absence d'organes féminins normaux. Ces termes,
clinique avant l'heure, sont aujourd'hui étudiés par les historiens médicaux. Était-ce un cas d'intersexuation, une malformation congénitale, ou bien un pur fantasme politique? Personne n'ose trancher. Mais l'affaire prend une tournure encore plus sinistre lorsqu'on considère les manipulations post-mortem. Car après sa mort, le corps d'Élisabeth fut embaumé dans le plus grand secret, sans présence étrangère. Seuls 3 médecins y participèrent, tous morts dans les 2 ans. Les registres de l'embaumement ont disparu, et son cercueil, selon certains témoignages du XIXe siècle, aurait été ouvert brièvement lors de travaux dans l'abbaye de Westminster. Le rapport, rédigé par un archéologue du nom de James F. Boulton, décrit une armature métallique dissimulant la partie inférieure du torse. Le document fut immédiatement saisi par le clergé et n'a plus jamais été rendu public. Mais pourquoi tant de zèle pour effacer ce détail? Pourquoi cette peur persistante, même des siècles plus tard? Peut-être parce que ce secret touche à quelque chose de plus grand encore que la biologie, à la construction même du pouvoir. Car Élisabeth, figure fondatrice de l'Angleterre moderne, incarne la souveraineté absolue. Si son corps était une illusion, alors le royaume tout entier reposait sur une imposture. Dans ce contexte, la Vierge Reine devient un symbole vertigineux, celui d'un état né du mensonge, bâti sur la dissimulation d'un sexe, d'un être, d'une vérité. Son règne, glorieux et sanglant, aurait été le théâtre d'un contrôle total de l'image, précurseur des propagandes modernes. Ses discours exaltant la pureté et la dévotion, NN, étaient peut-être qu'un rideau de fumée destiné à détourner les yeux du peuple de son secret le plus intime. Mais il existe un autre indice, presque oublié, le masque funéraire d'Élisabeth, conservé au Westminster Abbey Museum. De près, ses proportions intriguent. Le front est haut, la mâchoire large, le nez droit, presque masculin. En 2016, un chercheur allemand, Dr Jonas Richter, obtint l'autorisation d'effectuer un scan 3D du moulage. Les résultats furent stupéfiants. La structure osseuse correspond davantage à un crâne masculin qu'à celui d'une femme de taille similaire. Le rapport, publié brièvement en ligne, fut supprimé en moins de 24 heures. Depuis, le docteur Richter refuse toute interview. Était-ce la preuve ultime? Ou une coïncidence morphologique? Nul ne le sait. Mais une chose est certaine. Chaque fois que la science s'approche trop près du mystère, les portes se referment. Comme si le silence d'Élisabeth continuait de régner, 4 siècles après sa mort. Et pourtant, un dernier élément, découvert récemment dans une collection privée, pourrait tout bouleverser. Il s'agit d'un journal intime attribué à Blanche Parry, sa fidèle servante. L'original est perdu, mais une copie manuscrite du XVIIe siècle subsiste. On y lit « J'ai juré de garder son secret, mais je ne puis mourir sans écrire la vérité. Notre reine portait un fardeau que Dieu seul pouvait comprendre. Née entre 2 natures, elle n'appartenait à aucune. C'est pour cela qu'elle ne s'est jamais mariée. » Ces mots, simples et déchirants, donnent à l'histoire une dimension tragique. Derrière la légende, on devine une femme prisonnière de son propre corps, contrainte de régner dans la solitude et la peur. Une souveraine qui a transformé sa différence en puissance, son isolement en gloire. Mais alors, si tout cela est vrai, si la Reine Vierge était en réalité un être au-delà du masculin et du féminin, que est devenu ce secret après sa mort? Qui l'a protégé? Et pourquoi le silence persiste-t-il encore aujourd'hui, jusque dans les plus hautes sphères de la monarchie britannique? La réponse se cache peut-être dans un détail passé inaperçu, le testament d'Élisabeth, ou plutôt, la version officielle que nous connaissons. Car selon certaines sources, un paragraphe aurait été effacé juste avant la publication, un paragraphe dans lequel la reine aurait laissé une phrase énigmatique « Dieu sait ce que je suis, et je lui rends mon être ». Ce mystère final, scellé dans les mots d'une mourante, pourrait être la clé de tout. Et ce que révèle cette phrase, lorsqu'on la confronte à de nouveaux documents récemment exhumés de Windsor, va bouleverser non seulement le mythe d'Élisabeth, mais l'idée même de la vérité historique. Les archives de Windsor, depuis toujours interdites au grand public, recèlent d'innombrables trésors, mais aussi leurs spectres. En 2021, un incident discret mais retentissant
ébranla la communauté des historiens. Une fuite numérique issue d'un inventaire interne mentionnait un dossier classé sous la référence E1533, Confession royale. Immédiatement, les autorités britanniques minimisèrent l'affaire, parlant d'une erreur de catalogage. Pourtant, selon plusieurs chercheurs ayant eu accès à la base avant sa fermeture, ce dossier contenait une série de feuillets manuscrits attribués à William Cecil lui-même, l'homme de l'ombre du règne d'Élisabeth. Ces documents, datés de la fin de l'année 1602, quelques mois avant la mort de la souveraine, relatent une série d'entretiens secrets entre Cécile et la reine. L1DE commence ainsi. Sa Majesté M a ordonné entendre sa confession non point de l'âme, mais du corps. Ce passage, à lui seul, glace le sang, et la suite est encore plus troublante. Élisabeth y évoque une nature dissimulée dès le berceau, un fardeau de chair qu'elle porte depuis elle est enfance et que aucun homme ne devait jamais voir. « J'ai vécu en reine », écrit-elle, « mais je suis née en énigme. » Le ton du texte, empreint de honte et de lucidité, évoque une femme épuisée par 40 ans de mensonges. Elle y confie sa terreur du jugement divin, non pour ses décisions politiques, mais pour le secret que Dieu m'ait confié sans que je l'ai choisi. Cécile, en marge, note: le corps de Sa Majesté est un mystère de la nature que nous devons emporter dans nos tombes. Si cette confession est authentique, elle serait la première preuve directe que la reine reconnaissait une particularité physique hors du commun et qu'elle considérait ce secret comme une charge sacrée, presque biblique. Mais le plus déroutant reste à venir. Le dernier feuillet de ce dossier contient une annotation ultérieure, datée de 1649, signée par un archiviste royal. L', originale de cette confession, a été retirée par ordre de Sa Majesté Charles Ier et transférée à la Tour de Londres. Le coffre n'a plus jamais été rouvert. Depuis, aucune trace n'a refait surface. Et pourtant, une copie partielle aurait survécu. En 1998, une historienne écossaise du nom Emily Drummond publia un essai confidentiel intitulé « The Hidden Body of the Queen ». Elle affirmait y reproduire des extraits de cette confession, transcrits à partir d'un microfilm reçu anonymement. Les phrases qu'elle cite sont d'une intensité presque insoutenable. « J'ai vécu comme une femme sans être femme. J'ai aimé sans pouvoir toucher. J'ai porté une couronne pour cacher ce que je n'étais pas. Que Dieu me pardonne d'avoir trompé le monde pour le bien du royaume. » Ce texte, si véridique soit-il, transforme la perception même d'Élisabeth Eyre. Elle n'apparaît plus comme une souveraine froide et calculatrice, mais comme un être tragiquement lucide, condamné à mentir pour sauver la stabilité d'une nation entière. Ce n'est plus l'histoire d'une vierge triomphante, mais celle d'un sacrifice intime, d'une solitude absolue. À la publication de l'essai, la réaction du palais de Buckingham fut immédiate. Mise en demeure, retrait des exemplaires, disparition soudaine de Drummond dans un silence médiatique total. Officiellement, elle s'est retirée de la vie publique. Officieusement, certains prétendent qu'elle aurait quitté le pays. D'autres affirment qu'elle a été réduite au silence. Mais pourquoi, 4 siècles plus tard, ce secret reste-t-il si dangereux? Pourquoi le mythe d'Élisabeth Eyre doit-il encore demeurer intact? Peut-être parce que la monarchie britannique actuelle tire sa légitimité directe de cette lignée. Remettre en cause la nature d'Élisabeth reviendrait à fissurer le socle même du pouvoir. La Vierge Reine N.A. est pas seulement une figure historique. Elle est la matrice du mythe national anglais. En 2023, un documentaire indépendant tenta de rouvrir le dossier. Son réalisateur, Mark Hollingworth, déclara avoir obtenu une autorisation exceptionnelle pour filmer les sous-sols de Windsor. Quelques jours avant le tournage, le projet fut annulé sans explication. Dans une interview, Hollingworth murmura simplement « Ils ont montré quelque chose que je n'aurais jamais dû voir ». Puis il disparut des radars. Ce silence persistant, ces morts suspectes, ces disparitions répétées, tout cela donne au mystère d'Élisabeth des airs de malédiction. Comme si le secret qu'elle avait juré emporté dans la tombe, continuait de dévorer ceux qui en approchent. Et si ce n'était pas seulement un secret biologique, mais un pacte, une alliance tacite entre le pouvoir et le mensonge, conclue
pour préserver l'ordre du monde. Car ce qui se dessine en filigrane dépasse le simple cas d'Élisabeth. Il s'agit d'un modèle. Depuis la Renaissance, le pouvoir monarchique s'est bâti sur la mise en scène du corps royal. Inviolable, sacré, parfait. Si le corps d'Élisabeth était imparfait, alors c'est tout le principe de cette sacralité qui s'effondre. La vérité aurait détruit le mythe. Alors on a préféré le silence. Mais certaines traces échappent toujours au contrôle. En 2019, lors d'une restauration dans la crypte de Westminster, des techniciens affirmèrent avoir trouvé un second cercueil de taille anormale, sans inscription, placé sous celui d'Élisabeth. Le doyen de l'abbaye fit immédiatement sceller la zone. Aucune enquête n'a été autorisée depuis. Était-ce une erreur d'époque, un double symbolique, ou un autre corps? L'idée paraît insensée. Et pourtant, une légende londonienne raconte qu'au début du XVIIe siècle, un cercueil scellé fut discrètement transféré depuis Richmond vers Westminster sous la garde de moines. Un cercueil qui ne devait jamais être ouvert. Si cette histoire est vraie, qui repose aujourd'hui sous la plaque d'Élisabeth? Le doute plane, fascinant et terrifiant à la fois. Et dans ce doute se joue tout l'héritage d'une époque, car la figure d'Élisabeth Eyre, réinventée, idéalisée, canonisée, demeure la clé de voûte de la mémoire anglaise. Sa légende Immaculée souveraine masque peut-être la plus humaine des tragédies, celle une enfant née hors des normes, élevée au rang de déesse, contrainte de porter une couronne pour cacher sa différence. Alors que les chercheurs modernes réévaluent les sources, une vérité impose, la Reine Vierge a jamais été vierge de mensonges. Sa chasteté fut une construction politique, son corps un champ de bataille entre biologie et pouvoir, son silence une arme. Peut-être est-ce là le véritable sens de son règne. Le triomphe de illusion sur la chair, du symbole sur l'humain. Mais il reste une dernière énigme. Le 7 avril 2020, au plus fort du confinement mondial, un message anonyme fut envoyé à plusieurs musées européens. Il contenait une photographie, un feuillet ancien scellé du sceau Tudor, portant une phrase unique, écrite d'une main fine et tremblante. Ce que j'étais, Dieu seul le sait. Ce que j'ai montré, le monde l'a cru. Mais la vérité dort sous la pierre. L'origine de cette image n'a jamais été authentifiée. Certains y voient une falsification habile. D'autres, la preuve ultime que la voix d'Élisabeth, à travers les siècles, tente encore de se faire entendre. Peut-être qu'un jour, les archives s'ouvriront. Peut-être que la science ou le hasard révélera enfin ce que la reine a voulu cacher. Ou peut-être que le mystère restera, à jamais, le plus beau masque de l'histoire. Car au fond, qu'est-ce qu'une légende, sinon une vérité trop insupportable pour être dite? Et si au cœur de la gloire élisabéthaine, il n'y avait jamais eu une vierge, mais un fantôme couronné, prisonnier de son propre mythe, dont le secret continue, encore aujourd'hui, à murmurer sous la pierre froide de Westminster,